Le prix de produits de première nécessité prend de l'ascenseur sur le marché et c'est la population qui en souffre. Pour mettre un terme à ce calvaire, la ministre d'État, ministre de l'économie nationale, lance la mission de contrôle de prix sur le marché et traquer ainsi les récalcitrants. La Régie des eaux n'est pas en rupture des stocks des produits chimiques et son eau est bien potable, prête à la consommation, contrairement aux allégations véhiculées à travers les réseaux sociaux. Constat du vice-ministre des Ressources hydrauliques qui a procédé également à la remise des nouveaux camions citernes destinés à la Régie des eaux pour desservir les quartiers périphériques de Kinshasa. La première édition de IDRC porte déjà ses fruits. Quelques heures après son ouverture, 2 protocoles d'accord ont été signés, l'un avec la société Huawei et l'autre avec IDOC Group. Ils veulent tous accompagner la République démocratique du Congo dans la transformation et la création des infrastructures numériques. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très bienvenue à ce journal. Le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre d'État, ministre et vice-ministre se sont retrouvés aujourd'hui à la Cité de l'Union africaine avec le président de la République pour la réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour. Les détails dans ce reportage de Willy Atunakov. Au total, 5 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette 21e réunion du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, jeudi 20 février 2020 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Il s'agit entre autres de la traditionnelle communication du président de la République, de points d'information sur l'État et l'administration du territoire national, fait par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur la situation sécuritaire du pays, fait par le ministre de la Défense nationale et sur l'évolution de la procédure judiciaire concernant les dossiers des fonds sortis du Trésor public pour financer les sauts des moutons, fait par le vice-premier ministre, ministre de la Justice. Autre point d'information retenu, la note sur l'état de lieu du climat des affaires et le lancement officiel du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, fait par la vice-première ministre, ministre du plan, ainsi que les rapports de la commission ad hoc chargée de la sélection des candidatures sur la commission de la CEAC. Le troisième point à l'ordre du jour concerne le relevé des décisions prises lors de la 20e réunion du Conseil des ministres du vendredi 14 février 2020. Le quatrième point est relatif à l'examen et à l'adoption des 11 dossiers, notamment les remous cycliques dans les secteurs de commerce, le plan d'action triennal de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire, les réseaux mafieux sur la TVA à la SONAS, la restructuration du Fonds national de promotion et de services sociaux et l'organisation de la 2e édition du Festival culturel de la polysémie pygmée d'Afrique centrale. Quant au 5e et dernier point retenu à l'ordre du jour, il a trait à l'examen et à l'adoption d'un projet de décret modifiant et complétant un décret lié au secteur des PT-NTIC concernant notamment l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications ARPTC. Eh bien, le président de la République appelle les Banyamulenge à vivre en harmonie et en paix avec les autres communautés de l'Est de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé aujourd'hui avec une délégation de cette communauté à la Cité de l'Union africaine. Regardez. Dans sa quête de restaurer l'autorité de l'État, ramener la paix et la concorde sur le territoire national, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accepté de conférer avec quelques membres de la communauté Banyamulenge le samedi 15 février à la Cité de l'Union africaine. L'on se souviendra que lors de son séjour à Londres, au Royaume-Uni, le président de la République avait rappelé la nécessité pour les membres de cette communauté de vivre en harmonie avec leurs compatriotes de l'Est du pays. Il a tenu à rappeler cette nécessité devant des représentants Banyamulenge tout en mettant en évidence le respect des lois de la République censées être au-dessus de tous. Cette audience est la première d'une série que le chef de l'État va accorder également à la communauté Bembe. Le membre de la communauté Banyamulenge avait été conduit auprès du chef de l'État par le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, M. Claude Ibanlanki. Ce dernier a reçu
du mandat, notamment des préventions et résolutions des conflits communautaires dans la partie est du pays. Un souhait qu'exprime l'un des représentants Banyamulenge, Monseigneur Jérôme Garengwa, qui donne ici une piste des solutions qu'il a présentées au président de la République. Par quels moyens? Par la guerre, par la répression, par une sorte de catéchisme politique. Que les gens comprennent que vous êtes frères, vivez ensemble. On lui a rappelé ça, moi je lui ai dit, c'est le président, vous êtes le père de la nation. Nous sommes comme vos fils malgré nos âges, il est 82 ans. Nous venons vous dire, aidez-nous, les enfants se battent. Donc nous sommes à devoir que monsieur le président, c'est le père, il se lève, la fin va finir. L'Institut national de recherche biomédicale a désormais des nouveaux laboratoires à même de manipuler des pathologies dangereuses, notamment le coronavirus. Le ruban a été coupé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba en guise de cérémonie inaugurale. Françoise Bolabouaki et Pompomba ont signé ce reportage. D'aller faire des essais techniques des pathologies dangereuses à l'étranger, l'INRB est désormais équipé en matériel hyper sophistiqué. Il s'agit notamment de ces laboratoires P3 avec locaux étanches équipés des matériaux facilement nettoyables et décontaminables. Le niveau de sécurité a été relevé d'un cran pour le personnel devant manipuler des échantillons comme ceux du Covid-19 dit coronavirus et pour l'environnement. Inauguré ce jeudi 20 février 2020 par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba en présence de quelques membres du gouvernement dont le ministre de la Santé publique, l'ambassadeur du Japon, la JICA, l'OMS, le nouveau complexe de l'Institut national de recherche biomédicale compte aussi un centre de formation avec auditoire d'une capacité de 150 étudiants et des salles des travaux pratiques et recyclage. Le prof a été informé que les premiers 26 étudiants proviennent d'une dizaine de pays africains et le corps professoral de la RDC, des États-Unis, de la France et tant d'autres. L'INRB devient à ce titre le centre sous-régional de recherche et le centre d'excellence Ebola RDC. Cette réalisation est une œuvre de la coopération RDC-Japon pour un financement de 31 millions de dollars américains. Dans les discours, Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, DG de l'INRB, a sollicité le soutien du gouvernement congolais. Au gouvernement, l'application dans les meilleurs délais du décret numéro 13/006 du 22 janvier 2013 du Premier ministre faisant de l'INRB un établissement public. En effet, la motivation du personnel est l'élément clé de la réussite de toute entreprise. Spécifiquement à la vice-prémature en charge de l'intérieur, de considérer désormais l'INRB comme un lieu stratégique national qui mérite une attention particulière. L'INRB manipule et conserve divers pathogènes dangereux et qui peuvent constituer une menace non seulement nationale, mais voire mondiale, surtout à cette ère du bioterrorisme. Les travaux de construction de ces infrastructures ont été lancés en 2017, exécutés par la cellule des infrastructures. Dans le secteur de l'économie, hausse de prix de certains biens sur le marché, la ministre de tutelle lance sur toute l'étendue du territoire national la mission de contrôle des prix afin de traquer tous les opérateurs économiques récalcitrants qui augmentent le prix illicitement, foulant ainsi au pied les lois de la République en la matière. Guy Bleskitiki et Anim Balaka. De biens de première nécessité sur le marché a dépassé les limites. Sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la supervision de l'ensemble du gouvernement, la ministre de l'économie nationale, Akasia Bandouboula Mbongo, a lancé la mission de contrôle des prix sur le marché, essentiellement basée sur la période allant 30 novembre 2019 au 10 février 2020. La particularité de cette opération de 10 jours est que les OPJ y ont été associés pour traquer les opérateurs véreux. La ministre de l'économie nationale, Akasia Bandouboula, espère a des résultats positifs et promet des sanctions aux opérateurs récalcitrants. Généralement, la mission du contrôle économique se fait avec simplement les inspecteurs de l'économie nationale, mais il faut dire que cette fois-ci, nous avons associé les OPJ du parquet pour donner un caractère de fermeté
à cette mission de contrôle économique que nous venons de lancer. Le résultat que nous aurons soit un résultat que nous allons proposer à l'ensemble du gouvernement. Nous avons l'objectif de faire ces contrôles parce que nous sommes en train de chercher la vérité de prix. Nous voulons concilier les prix sur le marché et le prix qui devait être appliqué en tenant compte de la marge bénéficiaire. Voilà pourquoi ces contrôles est très important et nous avons eu l'aval de tous les gouvernements afin de pouvoir réaliser ces contrôles. Et ces contrôles, c'est un contrôle qui peut aboutir à des sanctions lorsque nous trouverons des opérateurs économiques en dehors de la marge bénéficiaire ou en dehors de la loi. Madame Akassia Bandoubola a martelé auprès des missionnaires d'éviter la corruption. Elle les a exhortés à afficher un comportement digne et patriotique. L'économie congolaise, vous le savez, est aussi touchée par le phénomène blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Cette situation a fait l'objet d'un débat entre les acteurs financiers et des assurances au cours d'une matinée scientifique. Ils ont également réfléchi sur ces deux fléaux, nous dit Eugénie Chabani. L'économie congolaise marquée par la dollarisation, la faible inclusion financière et l'utilisation des cash dans les transactions commerciales, tous les ingrédients sont réunis pour exposer les pays au blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Deux phénomènes qui constituent une menace réelle au système financier, voire de l'économie en général. Face à cette réalité qui est d'actualité au pays, des Bankers Club a convié les acteurs du secteur financier et de l'assurance à un forum de réflexion et d'analyse des enjeux et risques du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en RDC. C'était une opportunité pour la Banque centrale du Congo, l'organe de régulation et de supervision du système financier congolais, d'expliciter les cadres légaux et réglementaires dans la lutte contre ces fléaux. Ces dispositions auxquelles les banques commerciales, les institutions de microfinance et les bureaux d'échange agréés sont soumis au strict respect. La non-conformité de ces dispositions expose les pays aux sanctions. Ce serait que le pays soit blacklisté, que nous ne puissions plus utiliser les réseaux des banques correspondantes à l'étranger. Comme vous savez, plus de 80% des transactions au Congo se font en dollars. Et donc, s'il s'avère qu'ils découvrent qu'il y a blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme à travers le système bancaire, ils peuvent prendre la décision d'arrêter de travailler avec la RDC. Et donc, nous n'aurons plus qu'à utiliser la monnaie locale. L'autorité de régulation et de contrôle d'assurance ARCA et l'Association congolaise des banques ACB ont tour à tour analysé les risques et les responsabilités des banques commerciales et des sociétés d'assurance et ont défini leur rôle par rapport à ces deux fléaux. Pour sa part, le président du Centre national des renseignements financiers a demandé aux banques commerciales de déclarer les soupçons de blanchiment des capitaux. Il a par ailleurs rappelé que la loi pénale congolaise condamne les auteurs et les complices du blanchiment des capitaux à une peine de 5 à 10 ans de servitude pénale. L'état actuel des finances publiques et plusieurs autres questions d'actualité dans ce secteur, les journalistes ont reçu les explications claires au cours d'une conférence de presse organisée conjointement par les ministères des Finances et celui du Budget. Ce sont les deux directeurs de cabinet et qui ont eu la tâche d'éclairer l'opinion. Guy Matoudou. Plan d'engagement budgétaire, plan de trésorerie, financement des ouvrages d'intérêt public comme le saute-mouton, autant de sujets que le directeur du cabinet du ministre des Finances a abordé avec la presse. Au sujet de la controverse entretenue après la publication par le ministère des Finances du plan de trésorerie, Vincent Ngong a expliqué chiffre à l'appui que ce plan ne modifie pas la loi de finances de l'exercice en cours. Seul le Parlement peut décider de revoir le budget national. Concernant le financement des saute-mouton, le ministère des Finances dit débourser hebdomadairement un montant de près de 3 millions. Le gouvernement a déjà pris la décision de chaque fois de dégager 3,5 millions de dollars par semaine pour tout justement terminer avec les ouvrages relatifs au saute-mouton. Nous avons déjà fait un premier décaissement. Je crois d'ici à demain ou d'ici la fin de cette semaine, nous allons encore dégager un deuxième montant pour parachever tout justement ces ouvrages. Mais par-delà les saute-moutons, il y a encore d'autres ouvrages. Ces mesures d'accompagnement de la mobilisation des recettes sont exécutées à 60%. Je crois que nous pouvons atteindre le score du budget 2020. Nous, à notre stade, au niveau du ministère des Finances et du Budget, c'est surtout la mise en place effective de la chaîne de la recette. Mais maintenant, pour le reste, pour la lutte contre
l'écoulage des recettes, contre l'évaporation fiscale. Là, il faut compter sur l'appui de tout le monde. D'autres compléments d'informations en rapport avec le budget de l'État ont été fournis par le directeur de cabinet du vice-premier ministre en charge du budget au cours de cette conférence de presse conjointe. Huawei et iDoc Group s'engagent à accompagner la RDC dans la construction des infrastructures numériques. Deux protocoles d'accord ont été signés ce jeudi entre ces deux sociétés et le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa Maliba, quelques heures seulement après l'ouverture de la première édition du forum IDRC sur le numérique à Kinshasa. Nono Mansekou et Guillaume Mukunga. Suivons à présent ce qui se passe au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Lungankoulou, s'active à mobiliser les recettes dans le secteur de l'emploi en République démocratique du Congo. Ce mercredi 19 février 2020, la patronne de l'emploi a ouvert les travaux des assises sur la mobilisation des recettes conformément à la loi des finances, exercice 2020. Objectif, définir les stratégies à mettre en place pour non seulement la maximisation, mais surtout la mobilisation efficace de recettes au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. À l'issue des travaux, les experts du ministère, de secrétaires généraux et structures sous tutelle sont appelés à présenter un plan d'action de mobilisation des recettes bien élaboré. J'invite donc les experts à développer l'esprit d'abnégation pour qu'à l'issue de cette réunion, un plan concerté de mobilisation des recettes de l'exercice 2020 relatif au secteur de l'emploi et travail, section 62, et de la prévoyance sociale, secteur 63, élaboré et validé, me soit transmis le plus rapidement possible. Des échanges houleux ont permis de cerner les contours de stratégies à prendre pour atteindre les objectifs et donner le moyen au ministère pour que l'année 2020 soit une véritable année d'action, comme l'a souhaité le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Revenons sur ces deux protocoles d'accord signés ce jeudi entre iDoc Group et Huawei Communication et le ministre de Poste et Communication Kibassa Maliba. Regardez. De cette première édition du forum IDRC avec comme thème « Investir dans le numérique en République démocratique du Congo » organisé par les ministères des PTNTIC et parrainé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est sorti des protocoles d'accord signés entre la société iDoc Group et la société Huawei. Le ministre Augustin Kibassa Maliba a pu décrocher ces deux partenariats après sa présentation basée sur la cartographie des opportunités d'investissement qu'offre la RDC dans les secteurs des télécommunications. La signature de ces mémorandums d'entente avec iDoc Group et Huawei permettra au pays de s'émerger dans la transformation digitale et la construction des infrastructures numériques, comme l'indiquent les conseillers du chef de l'État en charge du numérique. On ne peut pas parler de développement du numérique si on n'a pas d'infrastructures du numérique, des infrastructures de télécommunications. C'est la base, c'est par où il faut commencer. La digitalisation des institutions et des activités de l'État va permettre à ce que le Congolais puisse avoir accès aux services digitalisés. Nous positionnons la SCPT, les sites de la SCPT, comme point d'accès aux services digitalisés. Ça veut dire que demain, vous pourrez aller à la poste et faire votre demande de permis de conduire, faire votre demande de passeport, faire votre demande d'extrait de casier judiciaire. Il y a des développeurs locaux qui vont développer des applications, développer des solutions. Il faut que l'État ait des infrastructures permettant aux startups qui n'ont pas beaucoup de moyens dès le départ, mais d'accéder à ce genre d'infrastructure, mais à faible coût. Par ailleurs, le directeur général de Huawei, M. Adam Makiali, affirme que son entreprise est prête à contribuer à la création des infrastructures numériques et à aider l'élite congolaise dans le renforcement des capacités. À chaque famille sonne et chaque organisation pour un monde entièrement connecté. On sait très bien que RDC est vraiment un grand pays et qui possède aussi des ressources très riches et qui a aussi une grande population, mais le taux de pénétration du réseau est vraiment très bas. On peut rester ici et aider le pays dans le développement numérique.
Juste avant, le ministre Augustin Kibasa-Maliba a visité les stands de Huawei, cet opérateur équipementier qui, depuis 2006, accompagne la RDC à la formation professionnelle et à la création de l'emploi. Le gouvernement vient de lancer officiellement le projet d'appui aux petites, moyennes entreprises et artisanales. Regardez. Près de 3000 jeunes entrepreneurs répartis dans 4 provinces, à savoir le Congo central, Kinshasa, Nord Kivu et Haut-Katanga, ont reçu la subvention de la Banque mondiale via les institutions de la République. Ce crédit, évalué à hauteur de 100 millions de dollars américains, vise à renforcer les capacités locales pour les services de développement des entreprises en vue de soutenir la création des marchés et la croissance des 10 services. Le gouverneur de province, Jacques Aboula Katoué, a dans son mot émis le vœu de voir la coordination de ce projet soutenir dans l'avenir les jeunes entrepreneurs des PME du secteur agricole. Ce projet de créer une classe moyenne en République démocratique du Congo et la rationalité d'utilisation des fonds alloués ont été respectivement expliqués par le chargé et la représentante des opérations à la Banque mondiale. Au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo, a exhorté les uns et les autres à s'investir dans ce projet pour que d'ici à 2023, les résultats attendus soient palpables. Mais cela n'est possible que si on a réussi le premier projet. Alors, nous les politiques, l'objectif ultime, c'est de créer la classe moyenne à travers ces projets. Donnons la chance à ceux qui ne peuvent pas, comme nous, avoir $2 par jour. Le comité de gestion du projet, restez professionnels, restez rigoureux, restez extrêmement rigoureux, parce que si vous fléchissez, vous allez détruire ce projet et vous allez donc tuer la sémence. Moi, je considère ce projet comme une sémence. C'est un projet pilote. Ne détruisez pas la sémence. C'est par la remise de présents au ministre des PME, au gouverneur de province et à quelques membres de la délégation de la Banque mondiale par la coordination de ce projet que la cérémonie a pris fin. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, le magasin de stockage de la Régie des eaux est bien équipé en produits chimiques, une quantité suffisante, contrairement aux fausses rumeurs circulées à travers les réseaux sociaux, faisant état d'une éventuelle rupture de stock. Le vice-ministre des Ressources hydrauliques qui a visité ce magasin a fait ce constat avant de remettre à cette entreprise des camions-citernes destinés à la direction provinciale pour les quartiers et périphériques. Mirendeke. L'eau, c'est la vie, mais l'eau potable, c'est la longue vie. Cette phrase du directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, a été prononcée au cours de la cérémonie de remise de 7 camions-citernes à la direction provinciale de la Régie des eaux, en présence du vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Punguluamba. Une action qui s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du président de la République, qui fait de la desserte en eau potable au profit de la population l'une des priorités du gouvernement. Il a appelé au chef de l'État de faire bénéficier à la Régie des eaux, au travers de son objet hautement social, une enveloppe financière devant lui permettre de faire face à certaines priorités dans le cadre de l'amélioration des services rendus à la population, partant de l'idée que l'eau, c'est la vie. C'est dans cette optique que plusieurs projets ont été financés en vue de résorber tant soit peu le déficit en eau potable, évalué actuellement dans la ville-province de Kinshasa à 1 million de mètres cubes par jour. De son côté, le vice-ministre Papi Punguluamba, qui a procédé à la remise provisoire des clés par le biais du DG Clément Moubiaï, a appelé les bénéficiaires à un bon usage. Le 7 camions-citernes destinés aux quartiers périphériques de la capitale, parmi lesquels Pigeon, Kimboala, Mazal, Mboudi et Kimbanseke permettront à la population de s'approvisionner en eau potable en vue de prévenir les maladies hydriques. Juste après cette cérémonie, l'autorité a été conviée à la visite du magasin de stockage de produits chimiques à l'usine de traitement d'eau et de production de Njili. Il en ressort satisfait
et rassure la population de la bonne qualité de l'eau de la Régie des eaux. Aujourd'hui, nous venons de visiter le stockage, le magasin de stockage. On nous a dit qu'il n'y avait pas de produits chimiques, qu'on était en train de desservir de l'eau non potable. Et nous venons de constater que les produits chimiques sont là. Donc il n'y a pas à suivre ces mensonges, ces manipulations des ennemis de la République. Les autorités de la Régie des eaux fournissent vraiment de grands efforts pour servir à la population quinoise de l'eau potable et lutter contre les maladies hydriques. Il y a lieu de rappeler qu'une équipe de vérification sera installée par le directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, pour s'assurer de toutes les spécifications en rapport avec le document avant l'utilisation de ces camions. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, sensibilise les opérateurs économiques sur la mise en œuvre de la zone économique spéciale à Manono. Les détails avec Eric Kapamba. Ce parler régulier de la compagnie nationale Congo Airways atterrit à 16h40 que le ministre national de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a foulé le sol de l'aéroport de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Au pied d'avion, il est accueilli par le vice-gouverneur du Tanganyika, Samba Kayaba Lamoni, et le ministre provincial de l'Industrie, Léa Wankoulou Gilbert, avant de retrouver le comité d'accueil rangé de façon protocolaire. Le patron de l'industrie nationale fixe que sa mission s'inscrit dans le cadre de mener une étude objective sur la faisabilité de l'installation d'une zone économique spéciale pilote dans le Tanganyika, spécialement dans le territoire de Manono, afin de transformer la zone jadis réputée triangle de la mort en triangle de richesse par la création de l'emploi. Comme ministre de l'Industrie, je viens ici rencontrer les autorités provinciales pour que nous puissions échanger avec elles autour de la nouvelle politique de mise en place des zones économiques spéciales. Les zones économiques spéciales sont des espaces à l'intérieur desquels vont se développer des entreprises à la fois étrangères et congolaises pour susciter un entrepreneuriat local et permettre la création de beaucoup d'emplois. Les emplois qui sont prévus dans les 10 prochaines années vont dépasser 5 millions. Et donc le port de Kalemi ici, qui va être construit dans les jours qui viennent parce que les études sont financées par le Fonds de promotion de l'industrie, constitue une des voies d'évacuation des marchandises qui seront produites made in Congo. Comment améliorer les conditions de travail dans le secteur des mines et de l'environnement? C'est le sens qu'il faut donner à l'atelier sur la conformité des activités aux obligations et aux standards internationaux ouvert aujourd'hui par le ministre Claude Nyamugabo. Les détails avec Lopez Kakuba Loris. Échange sur la conformité des activités ou opérations de la société Kibali Gold Mines aux obligations environnementales et aux standards internationaux en la matière. C'est le thème de l'atelier ouvert ce 20 février 2020 à l'hôtel Memling par les ministres de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué. Peu et avant, le directeur général de Kibali Gold Mines, Cyril Mutombo, a réaffirmé l'engagement de sa société et du groupe Barrick Gold de se conformer à toutes les obligations découlant de lois et règlements en vigueur en RDC, ainsi qu'à toutes les autres exigences qui découlent des standards internationaux dans le secteur des mines et de l'environnement. Je vous encourage donc à mener au cours de ces 3 jours des débats ouverts et inspirés en vue de sortir de ces assises des conclusions riches en enseignements pour nos actions de demain, dans l'intérêt de toutes les parties engagées dans les secteurs des mines et de l'environnement. Du 20 au 22 février 2020, les participants à cet atelier vont formuler des recommandations dans le but de sortir des conclusions riches dans les secteurs des mines et de l'environnement. L'artiste sculpteur André Loufoy, concepteur du batteur du tam-tam de la Fikine, décédé il y a peu, recevra des obsèques dignes de son rang. Eh bien, le ministre de la Culture et des Arts l'a annoncé par le truchement de son directeur de cabinet, allé à la rencontre de la famille du défunt, Séverine Katanda. Annoncé que par arrêté ministériel, son Excellence, Monsieur le ministre de la Culture et des Arts, Monsieur Jean-Marie Lukunji Kikouni, vient de mettre en place le comité organisateur des obsèques de messieurs Loufoy, Mawidi, André, qui commence au moment même où j'annonce ces obsèques seront organisées par ce comité de sorte que le 28 février 2020, il y ait levé du corps. Le samedi 29
février 2020 qu'il y ait enterrement. Cet enterrement aura lieu au cimetière nécropole entre ciel et terre. Et tout ceci est fait avec l'appui de la première dame et sa fondation, la fondation Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, à qui nous rendons tous nos hommages et à qui nous disons merci. 38 ans de l'UDPS, revenons sur le discours du président Jean-Marc Kabunda axé sur la justice. L'UDPS salue avec satisfaction les récentes nominations intervenues dans la magistrature. Si nous félicitons le nouveau promu, nous attirons cependant leur attention sur la nécessité de rendre une justice équitable pour tous, sans exception ni favoritisme. Plus qu'une attente, c'est pour nous à la fois une conviction profonde et un combat. Car, conformément à la maxime, la justice élève une nation, l'UDPS a consacré des années de sa lutte pour un état de droit dont la justice constitue le principal pilier. À ce titre, jamais nous n'accepterons une justice à double ou triple vitesse. Celle des riches contre les pauvres, celle des étrangers contre les nationaux et celle des puissants contre les faibles. Nous y veillerons, car il ne peut y avoir un état de droit que là où la loi est plus forte que ceux qui veulent la violer. Nos lois ne peuvent en aucun cas être des toiles d'araignée qui n'attrapent que des mouches, mais que les hirondelles rompent aisément. Nous attendons de notre appareil judiciaire une lutte acharnée contre la corruption et le détournement des deniers publics, car il ne peut y avoir de développement ni de la justice sociale si ces antivaleurs sont érigées en mode de gestion. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Béni, au Nord Kivu et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur les RTNC, l'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 22h José Baïtouambo. Bonsoir et très bon tour de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.